Bonjour la famille. Bienvenue dans les histoires de Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La chambre du bébé était presque terminée. De doux rideaux beige ondulaient doucement alors que la fenêtre entr'ouverte laissait entrer une brise fraîche du soir. Lucie, enceinte de 8 mois, se tenait pieds nus sur le parquet, serrant un minuscule body blanc contre sa poitrine. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de fatigue, mais à cause du poids de faire tout cela toute seule. Le berceau jaune pâle que Charles avait commandé se trouvait dans un coin, non assemblé, toujours dans sa boîte après 3 semaines. Il avait promis de le monter le week-end dernier, et le week-end d'avant, mais ce soir, comme la plupart des soirs, il n'était pas à la maison. À la place, Lucie faisait défiler ses stories Instagram, le regardant poser avec des amis lors d'une fête sur un toit terrasse, riant sous les lumières de la ville pendant qu'elle appuyait une main sur son dos endolori et se penchait pour ramasser une tétine tombée. Elle s'assit lentement sur le bord du lit, passant une main sur son ventre arrondi. « J'essaie, mon bébé, murmura-t-elle, la voix tremblante. Maman essaie pour nous deux. Le téléphone vibra sur la table de nuit. C'était juste Ella qui prenait des nouvelles. Jamais Charles. Pas un appel, pas un message. Ses lèvres se serrèrent tandis qu'elle fixait le berceau intact. Au début, il était excité. Il l'appelait sa reine et jurait qu'ils élèveraient un enfant dans l'amour et le confort. Mais depuis que la grossesse avait avancé et que son éclat s'était transformé en vergeture et en fatigue, il semblait s'être évanoui émotionnellement, et maintenant physiquement aussi. Elle n'avait pas demandé une chambre de bébé de designer ou des roses chaque semaine. Elle voulait juste qu'il s'en soucie. Elle voulait qu'il s'en soucie assez pour rentrer à la maison. Un léger coup frappé à la porte d'entrée la fit sursauter, avant de réaliser que ce n'était encore que le vent. Seule, elle attrapa le manuel d'instruction et commença à déballer le berceau avec des doigts tremblants, retenant ses larmes. Lucie était assise près de la fenêtre, l'odeur fraîche d'akara provenant d'un vendeur de rue entrant dans la pièce. Elle ferma les yeux et inspira profondément, son envie était insupportable depuis des heures. La dernière fois qu'elle avait demandé à Charles d'en acheter en rentrant, il s'était moqué, « C'est tout ce à quoi tu penses maintenant, la nourriture ?» Elle avait souri faiblement, ravalant la boule dans sa gorge, mais ce soir, l'envie lui donnait la nausée. Elle frotta doucement son ventre et murmura, « Je sais, mon cœur, j'en ai envie aussi. » Elle se traîna jusqu'à la cuisine et ouvrit le réfrigérateur presque vide. Une demi-bouteille d'eau, de vieux riz jollof, un yaourt qu'elle gardait. Elle n'avait pas la force de cuisiner. L'horloge de la cuisine affichait 21h42 et toujours aucun mot de Charles. Elle tapa un message, « S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'akara. Juste un paquet, s'il te plaît. » Elle hésita avant d'appuyer sur envoyer, sachant ce qui allait suivre. La réponse arriva 2 minutes plus tard. « Je ne suis pas ton livreur. Demande à Ella, puisqu'elle est toujours dans tes affaires. » L'écran devint flou alors que les larmes montaient. Elle laissa tomber le téléphone sur le comptoir de la cuisine et se détourna. Juste à ce moment-là, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un appel d'Ella. « Je suis dehors, » dit doucement Ella quand Lucie répondit. « Tu n'as même pas demandé, mais j'ai juste eu un pressentiment. » Lucie ouvrit la porte et resta là, silencieuse, tandis qu'Ella lui tendait un sac en papier brun, d'où émanait l'odeur d'akara et de bananes plantain frites. « Tu n'aurais pas dû, » dit Lucie, la voix brisée. « Si, je le devais, » répondit Ella en lui touchant le bras, parce qu'il ne l'a pas fait. Elles s'assirent ensemble sur le canapé, Lucie grignotant la nourriture, son silence plus assourdissant que des mots. « Veux-tu en parler ?» demanda doucement Ella. Lucie secoua la tête et marmonna, « Si je le dis à voix haute, cela semblera réel. » Dehors, le monde continuait d'avancer, mais à l'intérieur de ce petit appartement, Lucie était assise avec les pieds enflés, un bébé grandissant en elle, et un cœur qui se brisait silencieusement. La lumière fluorescente de la clinique bourdonnait faiblement alors que Lucie était assise dans la salle d'examen, les mains posées protectrices sur son ventre. Le docteur Francis entra avec un sourire chaleureux qui s'effaça rapidement lorsqu'il jeta un œil à ses résultats de tension artérielle. « Lucie, dit-il doucement, vous en faites trop. Votre niveau de stress est élevé et la croissance du bébé est légèrement en retard. » Lucie cligna des yeux, essayant de rester calme. « Je me suis reposée quand je le pouvais, » murmura-t-elle.
Le médecin la regarda longuement. Vous êtes encore venu seul? Elle hocha la tête. Où est le père? Demanda-t-il. Elle hésita. Occupé, le travail. Le docteur Francis soupira, attrapa un tabouret et s'assit. Vous avez besoin de soutien, Lucie. Pas seulement physiquement, émotionnellement aussi. Porteur cela seul, ce n'est pas tenable. Elle réussit à esquisser un faible sourire. J'ai l'habitude de faire les choses seule. Mais ses yeux la trahissaient, pétillant d'épuisement. En quittant la salle de consultation, Lucie croisa d'autres futures mères, riant et se tenant la main avec leur partenaire. C'était comme traverser un monde qui ne l'incluait pas. Elle se dirigea vers le hall de l'hôpital et s'arrêta près du distributeur automatique, composant le numéro de Charles avec des mains tremblantes. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'il ne décroche. Quoi? Sa voix était sèche. Charles, je suis à l'hôpital. Le médecin dit que je dois ralentir. Il pense que le stress pourrait nuire au bébé. Un silence suivit. Puis il ricana. N'est-ce pas ce que vous faites, vous les femmes, exagérer tout pour attirer l'attention? Les lèvres de Lucie s'entr'ouvrirent légèrement, stupéfaite. C'est aussi ton enfant, n'est-ce pas, dit-il. Parce que je ne me souviens pas d'avoir accepté cette vie. La communication fut coupée. Lucie resta là, immobile, les sons de l'hôpital résonnant faiblement à ses oreilles. Autour d'elle, des étrangers allaient et venaient, mais personne ne s'arrêta pour voir la femme debout, immobile, des larmes coulant sur son visage. Elle sortit silencieusement et prit un « moto-taxi » pour rentrer chez elle, ses mains tremblant pendant tout le trajet. La bouilloire siffla bruyamment tandis qu'Ella versait de l'eau chaude dans la tasse à fleurs préférée de Lucie. Elle regarda Lucie, recroquevillée sur le canapé, les yeux vides. « Je ne peux pas continuer à le regarder te faire ça », dit doucement Ella, s'asseyant à côté d'elle. Lucie ne répondit pas, « Luce, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est même pas tolérable. Cet homme te vide de ta vie pendant que tu en crées une à l'intérieur de toi. » Lucie serra un petit coussin contre sa poitrine et murmura, « J'ai juste besoin qu'il change. J'ai juste besoin qu'il voie ce que cela me fait. » Ella secoua la tête, la frustration marquant son visage. Il le voit. Il s'en fiche, c'est tout. Il y a une différence. L'amour ne t'ignore pas pendant une échographie. L'amour ne raccroche pas quand tu dis que tu as peur. Lucie baissa les yeux sur ses genoux, ses doigts se crispant. Il n'a pas toujours été comme ça, murmura-t-elle. Quand nous avons découvert que j'étais enceinte, il a dit qu'il était heureux. Ella se pencha plus près. Alors pourquoi te punit-il d'avoir gardé le bébé? Lucie hésita. Parce que je n'ai pas accepté un avortement, avoua-t-elle. Il a dit que j'avais choisi le bébé plutôt que notre vie. Les yeux d'Ella s'écarquillèrent d'incrédulité. Donc c'est une vengeance. Il te punit par le silence et la cruauté parce que tu as choisi de donner la vie? Le silence de Lucie fut une réponse suffisante. Luce, s'il te plaît, dit Ella, la voix tremblante. Ne meurs pas en essayant d'aimer quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas se battre pour toi. Lucie essuya rapidement ses larmes et hocha la tête, non pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle ne savait plus comment se battre. Cette nuit-là, Ella resta jusqu'à ce que Lucie s'endorme. Avant de partir, elle plaça un mot sur le réfrigérateur. Quand tu oublieras à quel point tu es forte, je m'en souviendrai pour toi. Lucie relirait ce mot 1 millier de fois dans les jours à venir. L'odeur de la soupe au poivre remplissait le salon alors que Lucie préparait un repas pour le dîner de famille de Charles. Elle avait repassé ses vêtements, préparé ses chaussures et même bouclé ses cheveux en douces ondulations malgré ses pieds enflés et son dos douloureux. Charles la regarda à peine en ajustant sa montre-bracelet. « Ne porte pas cette robe », marmonna-t-il en regardant la robe de maternité qu'elle avait choisie. « Elle te fait paraître lourde. » Elle se mordit la langue. « Je suis lourde, Charles. Je porte ton enfant. » Il soupira d'agacement. « Essaie juste de ne pas me mettre dans l'embarras ce soir. Mes parents sont déjà sur les nerfs. » Dans la voiture, le silence s'étendait entre eux comme une barrière physique. Quand ils arrivèrent au restaurant, il sortit et claqua la portière avant même qu'elle ait pu rassembler son sac à main. Elle se dandina derrière lui, tenant son ventre protecteur, priant pour une soirée paisible. Alors qu'ils étaient assis à table avec ses parents et sa sœur Grace, Lucie tenta de sourire à travers leur conversation polie.
Mais quand Charles s'excusa pour prendre un appel professionnel qui dura 40 minutes, elle fut laissée seule pour répondre à des questions auxquelles elle ne s'était pas préparée. « Tu as l'air fatigué », remarqua sa mère d'un ton sec. « As-tu pris un repos adéquat ?» Lucie hocha la tête. « Autant que je peux. » Grace lui lança un regard compatissant mais ne dit rien. Quand Charles revint, il toucha à peine sa nourriture et n'adressa pas une seule fois la parole à Lucie. Sur le chemin du retour, Lucie murmura finalement « Pourquoi m'as-tu emmené si c'était pour prétendre que je n'étais pas là ?» Son rire fut sec. « Crois-moi, personne ne t'a remarqué. » Les mots furent comme une gifle. Elle se tourna vers la fenêtre, des larmes silencieuses traçant des sillons sur ses joues. Elle ne répondit pas, non pas parce qu'elle n'avait pas de mots, mais parce qu'elle avait perdu l'énergie de continuer à les utiliser sur quelqu'un qui avait déjà cessé d'écouter. Lucie se tenait dans le couloir, panier à linge à la main, quand elle entendit le téléphone de Charles vibrer sur la table de la cuisine. Il était sous la douche. L'écran s'illumina avec un aperçu de message. « Quand reviens-tu finir ce que tu as commencé ?» Son cœur se serra. Elle se dit de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais la douleur dans sa poitrine l'empêchait de bouger. Avec des doigts tremblants, elle déverrouilla le téléphone, pas de changement de mot de passe. Elle fit défiler la conversation et vit une semaine de textos aguicheurs, de selfies suggestifs et une invitation pour un week-end en amoureux. Ses genoux fléchirent légèrement alors qu'elle s'asseyait sur le canapé. Elle avait passé des nuits à penser que c'était ses hormones, qu'elle était peut-être trop nécessiteuse, trop émotive, mais la vérité brillait maintenant devant elle. Il n'était pas distant à cause du stress ou de la peur, il était simplement ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Quand Charles sortit de la salle de bain, une serviette enroulée autour de la taille, il capta instantanément son expression. « Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone » lança-t-il. « Qui est Miranda » demanda-t-elle, la voix étrangement calme. « Tu lui envoies des messages depuis des semaines. » Il lui arracha le téléphone des mains. « Ne fouille pas dans mes affaires, Lucie. Tu es paranoïaque. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Paranoïaque » répéta-t-elle. « Je suis enceinte de 8 mois de ton enfant, et toi, tu... Point flirte avec une fille qui t'appelle bébé. » Il ricana, sans s'excuser. « Peut-être que si tu n'étais pas si obsédé par le bébé, j'aurais quelque chose pour quoi rentrer à la maison. » Lucie recula comme s'il l'avait giflé. « C'est donc ça ? Je t'ai fait fuir ?» Il haussa les épaules avec dédain. « Tu m'as piégé, Lucie. Tu es tombée enceinte exprès. » Son souffle se coupa. « Tu avais dit que tu étais prêt. » J'ai menti. Cette nuit-là, elle pleura si silencieusement dans le lit à côté de lui qu'il ne le remarqua même pas. La pluie battait contre les fenêtres alors que Lucie se traînait à travers le salon, essayant de fermer la fermeture éclair du sac d'hôpital. Sa date d'accouchement était proche, et elle avait déjà des contractions irrégulières. Charles, pendant ce temps, se prélassait sur le canapé, faisant défiler son téléphone. « Charles, dit-elle, essoufflée. Peux-tu m'aider à emballer les affaires du bébé ? Je ne peux plus me pencher. » Il ne leva même pas les yeux. « J'ai des emails professionnels à régler. » Lucie le regarda, incrédule. « Est-ce que ça te fait quelque chose si j'accouche ce soir ? » Il la regarda enfin, exaspéré. « Tu rends toujours tout dramatique. Tu iras bien. » Elle resta immobile un moment, la main sur le côté. « J'ai peur, » admit-elle. « C'est notre premier enfant. J'ai besoin de toi. » Charles roula des yeux. « Tu es là pour ça. Pourquoi n'appelles-tu pas ton équipe de soutien émotionnel ?» Cela brisa quelque chose en elle. Elle se dirigea vers la porte et ramassa son sac d'hôpital. « Si j'appelle et là maintenant, je veux que tu saches qu'elle ne me ramènera pas dans cette maison. » Charles se leva du canapé. « Ne sois pas ridicule, Lucie. »« Je ne le suis pas, » lança-t-elle, la voix s'élevant pour la première fois. J'ai supplié. Je suis restée silencieuse. J'ai porté ton silence et ta cruauté. Et maintenant, je porte ton enfant dans un monde où tu m'as fait me sentir complètement seule. Les lumières clignotèrent brièvement alors que l'orage s'intensifiait dehors. Charles la regarda comme si elle était une étrangère, impassible, indifférent. Alors va-t'en, dit-il froidement en lui tournant le dos. Lucie resta là un moment de plus, cherchant un signe, n'importe quel signe qu'il changerait d'avis. Mais aucun ne vint. Elle composa le numéro d'Ella avec des mains tremblantes et murmura « C'est l'heure ».
Les phares d'Ella transpercèrent le déluge alors qu'elle s'arrêtait devant la maison de Lucie. Lucie se tenait sous la lumière du porche, une main agrippant son sac d'hôpital et l'autre enroulée protectrice autour de son ventre. « Tu es sûr que ça va ?» demanda Ella, sortant avec un parapluie. « Allons-y, c'est tout » murmura Lucie, sa voix faible à cause des premières contractions. Pendant le trajet, le silence s'étira entre elles, épais, mais pas inconfortable. Toutes les quelques minutes, Lucie grimaçait, agrippant la poignée de la portière. « Respire avec moi » coachait doucement Ella. Lucie hocha la tête, essayant de se concentrer sur le rythme de la voix calme d'Ella. « Tu lui as au moins envoyé un message » demanda prudemment Ella. Lucie hésita avant de répondre. « Je l'ai fait, mais je connais déjà la réponse. » « Il ne viendra pas » ses yeux se tournèrent vers la fenêtre trempée de pluie, les lèvres pressées en une ligne ferme. Il a fait son choix. À l'hôpital, les infirmières aidèrent Lucie à s'asseoir dans un fauteuil roulant pendant qu'Ella s'occupait de l'admission. Une infirmière se pencha et demanda « Le père nous rejoindra-t-il bientôt ?» Lucie détourna le regard. « Il n'y a que moi » dit-elle calmement. Les contractions commencèrent à s'intensifier et l'odeur stérile de l'hôpital ne faisait qu'aggraver son anxiété. Ella resta près d'elle, lui serrant la main à chaque moment d'essoufflement. Alors qu'on la conduisait en salle de travail, Lucie s'agrippa à la main d'Ella et murmura « Ne lâche pas ». Ella sourit à travers ses larmes. « Je ne le ferai pas. Tu n'es pas seule là-dedans, Lou. » La pièce bourdonnait d'activité, les moniteurs bipsaient, les médecins se déplaçaient rapidement, mais le monde de Lucie se réduisait à la douleur et au silence. Chaque respiration ressemblait à une montagne, chaque cri à une libération. Pourtant, elle regardait de temps en temps vers la porte, espérant, juste une fois, que Charles la franchirait. Mais l'encadrement de la porte resta vide, tout comme son cœur. Le travail était implacable, vague après vague d'agonie qui s'étirait en éternité. Lucie serra les dents alors qu'une autre contraction la déchirait, son dos se cambrant involontairement sur le lit d'hôpital. La sueur trempait sa blouse, et ses cheveux collaient à son front. « Vous vous débrouillez très bien, Lucie », la rassura l'infirmière en lui essuyant le visage. Mais Lucie n'écoutait pas. Son esprit spiralait à travers tout, chaque déception, chaque silence, chaque mot cruel qui avait conduit à ce moment de solitude. Alors que la douleur atteignait son paroxysme une fois de plus, elle attrapa aveuglément son téléphone sur la table de chevet. À travers une vision floue, elle l'ouvrit. Un message non lu de Charles. « Tu es morte pour moi. » Son souffle se coupa. La pièce sembla soudainement plus froide. La contraction qui suivit faillit la faire s'évanouir. « Lucie, concentre-toi » dit Ella, serrant sa main plus fort. Mais la douleur de l'accouchement n'était désormais rien comparée à la douleur dans sa poitrine. Ella vit aussi le message, et la rage envahit son visage. « Il a envoyé ça pendant que tu étais en train d'accoucher » murmura-t-elle, stupéfaite. Lucie hocha faiblement la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Je ne compte même plus pour lui. » La sage-femme entra, vérifiant sa dilatation. « C'est l'heure » dit-elle d'un ton urgent. Le corps de Lucie était épuisé, mais quelque chose en elle, un feu silencieux, s'alluma. « Alors je compterai pour moi-même » pensa-t-elle. Avec une détermination renouvelée, elle poussa, cria et lutta à travers les dernières étapes de l'accouchement. À 3h14 précises, le cri d'un bébé résonna dans le service. « C'est un garçon » annonça l'infirmière. Lucie tendit ses bras tremblants vers lui, les larmes coulant alors qu'elle tenait son fils pour la première fois. « Salut, bébé » murmura-t-elle. « C'est juste toi et moi maintenant. » Ella se tenait à proximité, les larmes aux yeux, sachant que personne d'autre ne comprendrait jamais le poids de ce que Lucie venait de survivre. La lumière du soleil matinal inondait doucement la salle de réveil alors que Lucie était assise, droite, berçant son fils dans ses bras. Le bébé dormait profondément, enveloppé fermement dans une couverture d'hôpital bleu, ses petits poings recroquevillés contre sa poitrine. Une infirmière s'approcha avec un presse-papier. « Il est temps de remplir l'acte de naissance » dit-elle gentiment. Lucie hocha la tête, les yeux fixés sur l'enfant endormi. « Quel est le nom » demanda l'infirmière. Lucie prit une profonde inspiration. « Daniel » répondit-elle fermement. « Daniel Joseph. » L'infirmière sourit. « Et le nom du père » Les mains de Lucie se resserrèrent autour du bébé. Le stylo resta en suspens. Son cœur voulait crier, mais ses lèvres restèrent immobiles. Lentement,
elle leva les yeux et dit « Laissez-le vide ». Le stylo hésita dans la main de l'infirmière, mais elle hocha la tête et continua. Lucie embrassa doucement le front de son fils. « Tu ne manques de rien, mon amour. » Plus tard, Ella s'assit à côté d'elle, tenant une tasse de thé chaud. « Tu as vraiment laissé son nom en dehors ?» demanda-t-elle. Lucie hocha la tête. « Il a renoncé à ce droit au moment où il a renoncé à nous. » Ella expira. « Il va le regretter. Un jour, d'une manière ou d'une autre. » Lucie baissa les yeux sur le visage doux de Daniel. « Je ne veux pas que son nom soit un jour une ombre sur la vie de ce garçon. Il mérite mieux. Il mérite la paix. » La porte s'entr'ouvrit légèrement, et une autre infirmière jeta un coup d'œil. « Voulez-vous informer le père du jour de la sortie ?» Lucie sourit doucement. « Non, il ne viendra pas. Mais merci. » Après le départ de l'infirmière, Lucie s'appuya contre les oreillers et murmura à son fils. « Je te promets que je te donnerai tout ce qu'il a refusé de nous donner. » Le vent bruissait à l'extérieur de la fenêtre, comme si le monde lui-même en était témoin. Daniel remua dans ses bras, ignorant qu'à partir de ce jour, Lucie serait à la fois son commencement et sa protection. Lucie ajusta le berceau dans la chambre d'hôpital avec un soin délicat, ses doigts effleurant l'étiquette au nom de Daniel. Les infirmières l'avaient félicité à plusieurs reprises, mais la douleur en elle n'avait pas diminué. Elle avait choisi délibérément les noms Daniel Joseph, tous deux issus de sa liste de favoris d'enfance. Aucune suggestion de Charles, aucune liste partagée au dîner, aucun débat ludique sur l'orthographe, juste elle et son petit garçon commençant une histoire par eux-mêmes. « Je l'ai choisi pour la force », lui murmura-t-elle. « Daniel a survécu au lion, et toi, mon doux, tu as survécu à un chagrin d'amour avant même de naître. » Sa voix se brisa, mais elle garda un ton stable pour son fils. L'infirmière revint avec un bracelet d'hôpital pour le bébé. « Voulez-vous que nous marquions le père comme personne à contacter en cas d'urgence » demanda-t-elle gentiment. Lucie offrit un sourire poli. « Juste moi. Si quelque chose arrive, appelez-moi. » Alors que les papiers de sortie étaient signés, Lucie regarda autour de la pièce stérile qui était devenue son sanctuaire. Elle l'avait protégée pendant ses pires heures, mais maintenant elle devait affronter le monde à nouveau. Cette fois, non seulement avec de la douleur, mais avec un nouveau-né fragile dépendant uniquement d'elle. Elle l'aida à s'installer dans le fauteuil roulant, plaçant soigneusement Daniel dans ses bras. « Tu es sûr de ne pas vouloir l'appeler ?» Juste pour lui dire que le bébé va bien, demanda Ella. Lucie secoua la tête. Il a été clair. Cet enfant n'a jamais fait partie de ses plans. Ella soupira, mais ne dit rien de plus. Dehors, le ciel était couvert, assorti à l'humeur de Lucie. Alors qu'elle s'éloignait, Daniel gazouilla doucement, et Lucie toucha sa petite main. « Tu n'es pas seule, dit-elle. Tu m'as, et je ne te quitterai jamais. » 2 semaines plus tard, Lucie était assise dans un bureau d'état civil, berçant doucement Daniel sur ses genoux en attendant que son numéro soit appelé. Autour d'elle, des familles remplissaient les chaises, mères, pères, grands-parents rayonnants, serrant des formulaires. Elle essaya de ne pas les regarder trop longtemps. Son bébé était chaud et en sécurité dans ses bras, mais le siège vide à côté d'elle ressemblait toujours à une accusation. Quand son numéro clignota à l'écran, elle s'avança et tendit les documents. « Nom du père » demanda l'employé sans lever les yeux. « Aucun » répondit clairement Lucie. La femme la regarda enfin, surprise. « Vous êtes sûre ?» Lucie hocha la tête. « Oui. » Il n'y avait aucune amertume dans son ton, juste de la certitude. Elle ne mettrait pas le nom d'un homme à côté de celui de son fils alors qu'il ne l'avait pas mérité. L'employé continua de taper pendant que Lucie signait la dernière section. Elle serra Daniel un peu plus fort quand elle remarqua un couple derrière elle qui la regardait avec un jugement à peine voilé. La femme murmura quelque chose à son partenaire, et Lucie surprit le mot « abandonné ». Ses joues brûlèrent, mais elle ne broncha pas. En passant devant eux, elle se redressa. S'ils voyaient de la faiblesse, qu'elle soit comprise à tort comme de la force. À l'extérieur du bâtiment, Ella attendait près de la voiture. « Comment ça s'est passé » demanda-t-elle. Lucie offrit un sourire fatigué. « C'est fait. Il est légalement à moi, entièrement à moi. » Ella l'embrassa sur la joue. « Je suis fière de toi. Tu es plus courageuse que tu ne le penses. » Lucie attacha Daniel dans son siège auto et fixa son visage un long moment. Il n'a pas besoin du nom d'un homme pour définir qui il sera.
il écrira le sien. Et sur ce, elles partirent, non pas vers le confort, mais vers la clarté. 3 jours plus tard, Lucie reçut un bouquet de lys sur le pas de sa porte. Il n'y avait pas de cartes. Elle les fixa un moment avant de les rentrer. Ella arriva peu après. « C'est de lui ?» demanda-t-elle. Lucie haussa les épaules. Il sait comment envoyer des fleurs, mais pas comment se montrer. Cet après-midi-là, une infirmière de l'hôpital appela pour un suivi. Juste pour prendre des nouvelles. Est-ce que le papa s'adapte bien au bébé? Lucie eut un petit rire amer. Il ne s'est jamais montré. Jamais rencontré son fils. Mais nous nous adaptons très bien. L'infirmière marqua une pause, clairement incertaine de la façon de répondre. Eh bien, j'espère que vous avez du soutien, dit-elle doucement. Vous le méritez. Lucie raccrocha avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Elle se tint près de la fenêtre plus tard dans la soirée, regardant les voisins d'en face. Le mari tenait le bébé pendant que la femme riait depuis le porche. Ce n'était pas de l'envie que Lucie ressentait. C'était du chagrin. Le chagrin pour ce qu'elle avait espéré. Le chagrin pour ce que Daniel ne connaîtrait jamais. Elle le prit du berceau et embrassa son front. « Tu es tout ce qu'il y a de bon, et c'est suffisant pour moi », murmura-t-elle. Les lys étaient fanés sur la table de la salle à manger, intacts. Quand Ella passa le lendemain matin, elle les trouva à la poubelle. « Il n'est toujours pas venu ?» demanda Ella. Lucie hocha la tête. Il a envoyé des fleurs au lieu de montrer son visage. Il pense probablement que cela compte comme un effort. Ella ne parla pas. Elle attira simplement Lucie dans une longue étreinte. Elles savaient toutes les deux que ce n'était pas une blessure que le temps guérirait. C'était une blessure que Lucie porterait comme une cicatrice, silencieuse, profonde et permanente. Lucie se tenait sur le seuil de l'appartement qu'elle avait autrefois appelé chez elle. Daniel blottit doucement contre sa poitrine. Elle était revenue avec Ella pour récupérer le reste de ses affaires, principalement des vêtements et quelques souvenirs personnels. La clé tournait toujours facilement dans la serrure, mais l'appartement semblait plus froid que dans ses souvenirs. Dès qu'elle entra, sa poitrine se serra. Un parfum de femme, léger, floral, inconnu, flottait dans l'air. Ses yeux parcoururent lentement la pièce. Le canapé était différent. Sa photo encadrée sur l'étagère avait disparu. Un nouveau sac à main reposait négligemment sur la table basse, et juste au moment où ses pires craintes se confirmaient, un rire résonna depuis le couloir. Pas celui de Charles. Celui d'une femme. Ella attrapa son poignet et murmura « Nous pouvons revenir plus tard. » Non, dit fermement Lucie. Elle se dirigea vers la chambre et ouvrit le placard. Ses robes avaient disparu, remplacées par des hauts moulants et des talons chers qu'elle ne reconnaissait pas. Sur le sol, sa vieille boîte d'affaires de bébé avait été poussée dans un coin. Daniel s'agita dans ses bras, sentant sa tension. « J'ai partagé cet espace avec un homme qui m'a remplacé avant même que je sois partie, » murmura-t-elle. Ella se tenait derrière elle, la mâchoire serrée. « Veux-tu que je lui dise quelque chose ?» Lucie secoua la tête. Non, son silence est assez fort. Elle rassembla les quelques affaires qu'elle pouvait porter ou la couverture de Daniel, un album photo, une paire de chaussures plates et se tourna pour partir. En franchissant la porte, elle murmura à son enfant, « Tu ne grandiras pas là où l'amour était absent. » Je m'en assurais. La porte se referma derrière elle, et elle ne regarda jamais en arrière. Le soleil commençait à se coucher lorsque Lucie et Ella arrivèrent devant le 2 pièces niché entre 2 vieux bâtiments. Ce n'était pas grand-chose au carrelage fissuré, un portail rouillé et de la peinture écaillée sur les murs, mais pour Lucie, cela ressemblait à la liberté. C'est petit, dit prudemment Ella, mais le propriétaire est gentil, et les voisins sont principalement des femmes âgées. Sûr et calme, sourit faiblement Lucie. C'est parfait. À l'intérieur, l'appartement sentait les vieux meubles et la poussière, mais elle absorba tout avec un cœur prêt à recommencer. Elles placèrent le berceau de Daniel près de la fenêtre, là où la lumière du soleil pourrait réchauffer son petit visage le matin. Les murs étaient nus, les placards presque vides, mais il y avait quelque chose de sacré à commencer avec rien, et à savoir qu'il ne vous restait personne à décevoir. Plus tard cette nuit-là, après le départ d'Ella, Lucie s'assit par terre à côté du berceau de Daniel, entouré de boîtes non ouvertes. Elle avait mis une casserole de riz à cuire, et le petit espace était rempli de son arôme réconfortant. Daniel dormait paisiblement, sa respiration douce et rythmée.
Nous ne sommes pas riches, lui murmura-t-elle, mais nous sommes en sécurité, et c'est ce qui compte le plus. Son téléphone vibra. Un autre message de Charles. Juste un mot. Ok. Aucune explication, aucune excuse, juste un mot dédaigneux en réponse au dernier message qu'elle avait envoyé il y a des jours. Nous déménageons. Ne nous contacte pas, elle retourna le téléphone et le repoussa. Cette nuit-là, elle s'allongea sur un matelas posé au sol, Daniel à côté d'elle, enveloppé dans une couverture partagée. Alors qu'il s'endormait, le silence ne ressemblait plus à une punition. Il ressemblait au début de la guérison. 2 semaines passèrent avant que Lucie n'entende frapper. Il était tôt, et Daniel venait de s'endormir après une nuit agitée. Elle ouvrit la porte avec précaution, incertaine de qui pourrait lui rendre visite à l'improviste. À sa grande surprise, c'était Grace, la sœur cadette de Charles. Ses yeux étaient doux, ses bras tenant un petit sac de course. « Je ne savais pas si tu m'ouvrirais, » dit doucement Grace. Lucie s'écarta. « Entre. » Grace regarda autour du petit espace, ses yeux s'attardant sur les murs nus et le berceau de Daniel près de la fenêtre. « Je ne suis pas venue pour Charles, » dit-elle rapidement. « Il ne sait même pas que je suis là. J'avais juste besoin de te voir, et de le voir, lui. » Lucie fit un signe de tête vers le berceau. « Il dort, mais tu peux t'asseoir. » Grace posa le sac sur la table. « J'ai apporté quelque chose. Des couches, des lingettes pour bébé, quelques vêtements. » Elles restèrent assises en silence pendant un moment, le seul son étant la douce respiration de Daniel. Grace expira profondément. « Je ne sais pas ce qu'il est devenu, Lucie. Je te jure, ce n'est pas comme ça qu'il a été élevé. Mes parents ne nous ont pas enseigné ce genre de froideur. » Lucie la regarda avec des yeux fatigués. « Peut-être qu'il l'est devenu en grandissant. » Grace essuya le coin de son œil. « Je suis désolé qu'il t'ait blessé. Je n'ai pas parlé quand j'aurais dû. » Lucie plia une serviette en silence. « Tu parles maintenant. Ça compte pour quelque chose. » Grace plongea à nouveau la main dans son sac et en sortit un petit cadre photo, une vieille photo de Lucie et Charles à une époque plus heureuse. « Je pensais que tu voudrais peut-être garder ça pour Daniel un jour, même si c'est juste pour lui montrer d'où il vient. » Lucie le prit lentement, incertaine si cela apportait du réconfort ou du chagrin. « Merci, » murmura-t-elle, et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une petite lueur de chaleur de la part de la famille qui lui avait autrefois tourné le dos. Le léger « pouf » de la paume de Daniel contre le tapis attira l'attention de Lucie, détournée de la vaisselle. Elle se tourna pour le voir se redresser lentement, les jambes vacillantes sous lui, sa couche gonflée comme un ballon. Un large sourire édenté s'étira sur son visage alors qu'il essayait de se relever, pour finalement tomber sur ses fesses avec un bruit sourd. « C'est ça, bébé, » dit Lucie, s'agenouillant à côté de lui. « On n'abandonne pas », elle attrapa son téléphone et appuya sur « Enregistrer », capturant le vacillement, la chute, et le rire imperturbable qui suivit. Elle savait que personne ne demandait de nouvelles. Aucun père n'attendait de clip. Mais elle documentait ces moments non pas pour approbation, juste pour la mémoire. Un jour, tu regarderas en arrière et tu sauras que tu n'as pas fait tes premiers pas dans la tristesse, murmura-t-elle en embrassant le sommet de ses cheveux bouclés. Tu les as faits dans l'amour. Ella venait souvent le week-end pour aider à nettoyer et s'extasier devant les progrès de Daniel. Il devient si fort, dit-elle un après-midi, riant alors que Daniel se hissait en utilisant la table basse. J'ai cligné des yeux et maintenant il rampe. Lucie, il va bientôt courir. Lucie hocha la tête fièrement. Et quand il le fera, je serai juste derrière lui. Cette nuit-là, après un simple dîner de bouillie d'igname, Lucie s'assit par terre pour organiser les vêtements de bébé de Daniel par taille. Elle s'arrêta sur un minuscule body marqué « Bienvenue au monde ». Il n'allait plus. Une pointe de chagrin refit surface, non pas parce que le temps avait passé vite, mais parce que personne d'autre n'avait vu ce qu'elle avait vu. Son premier sourire après un bain, la façon dont il agrippait son collier pendant la tétée, comment il babillait, maman, quand il avait peur. Chaque étape était sacrée et pourtant si profondément privée. Elle serra le body contre elle, les yeux brillants. Nous écrivons notre propre histoire, murmura-t-elle. Page après page. Lucie ne s'attendait pas à ce qu'on frappe. Quand elle ouvrit la porte pour trouver Miles, un vieil ami de Charles, se tenant maladroitement là, les 2 mains dans les poches, sa poitrine se serra. « Je n'étais pas sûr si je devais venir, dit-il.
Je ne resterai pas longtemps. J'avais juste besoin de dire quelque chose. Elle ouvrit la porte plus largement. Entre. Daniel, assis dans son déambulateur, leva les yeux avec curiosité. Miles offrit un faible sourire. Waouh, il te ressemble tellement. Lucy lui fit signe de s'asseoir. De quoi s'agit-il? Miles se tortilla, mal à l'aise. J'ai entendu ce qui s'est passé. Enfin, pas tout, mais assez. J'ai côtoyé Charles récemment, et il dit aux gens que tu as planifié la grossesse, que tu l'as manipulée. Le visage de Lucy s'assombrit, mais elle ne dit rien. Et qu'il est mieux maintenant, que tu n'étais qu'un poids mort. Les yeux de Lucy s'emplirent de larmes, mais elle se ressaisit. Merci de me le dire. Miles hocha la tête. Je ne le crois pas. J'ai vu comment il a changé, à quel point il est devenu froid. Je ne savais pas que c'était allé aussi loin. Lucy se leva, ramassant une serviette pliée sur la table. Il avait peur des responsabilités, Miles. Alors il a réécrit le récit pour se faire passer pour la victime. Miles regarda à nouveau Daniel. Il n'a même pas vu son fils? Lucy secoua la tête. Pas une seule fois. Un silence passa avant que Miles n'ajoute, il le regrettera. Je le vois déjà. Les gens commencent à prendre leur distance avec lui. Ils pensent que personne ne le remarque, mais si. Lucy hocha la tête. Ce n'est plus mon problème. Je n'ai pas besoin de sa culpabilité. J'ai besoin de ma paix. Alors qu'il se levait pour partir, Miles la regarda avec une admiration tranquille. Il a perdu plus qu'il ne le sait. Lucy referma doucement la porte derrière lui, les mots persistant longtemps après son départ. Le hall du palais de justice était stérile et froid, les échos rebondissant sur les murs de marbre. Lucy était assise sur le banc. Daniel endormi dans son porte-bébé à ses pieds. Elle avait choisi une simple robe bleu marine, les cheveux tirés en un chignon soigné. Elle ne voulait impressionner personne. Elle voulait juste tourner la page. Quand Charles arriva, son costume élégant et ses chaussures cirées ressemblaient à une armure, mais ses yeux étaient vides d'émotion. Il jeta un bref regard à Daniel, puis détourna les yeux. Pas un sourire, pas même de la curiosité. Juste de la distance. Faisons ça vite, marmonna-t-il. Leurs avocats échangèrent des documents, examinant les détails de la garde et la séparation des biens. Charles avait insisté sur une clause de non-pension alimentaire, et Lucy n'avait pas discuté. Elle ne courait pas après son argent, seulement après sa liberté. Alors que le juge les appelait à la barre, Lucy garda la tête haute. Les deux parties sont-elles d'accord sur le fait qu'il n'y a aucune revendication paternelle sur l'enfant, demanda le juge. Charles s'éclaircit la gorge et répondit, oui. Je ne veux aucune association. Un murmure parcourut la salle. Lucy ne broncha pas. Le marteau s'abattit doucement. Divorce prononcé. Garde attribuée exclusivement à la mère. Dehors, la lumière du soleil était aveuglante. Charles passa sans un mot, se dirigeant directement vers sa voiture. Et là, qui attendait à proximité, le regarda disparaître. Il n'a même pas dit au revoir. Lucy ramassa le porte-bébé de Daniel et murmura, cela nécessiterait une conscience. Sa voix ne trembla pas. Ses larmes ne coulèrent pas. Elle avait pleuré l'homme qu'il était bien avant que les papiers ne soient signés. Ce qui se tenait devant elle maintenant n'était qu'un étranger. La saison des pluies avait commencé, et le coin fuyant du toit de la cuisine de Lucy l'obligeait à placer un bol en dessous. Elle ne se plaignait pas. Elle avait fait la paix avec l'imperfection. Cet après-midi-là, alors qu'elle berçait Daniel pour l'endormir, Ella arriva avec un carnet de croquis, un ordinateur portable et une étincelle dans les yeux. J'ai réfléchi, dit-elle en posant ses affaires sur le canapé. Tu as toujours eu l'œil pour les détails. Tu te souviens comment tu as cousu ta propre robe de maternité avec des chutes de tissu? Lucy rit doucement. C'était du désespoir, pas du talent. Ella écarta l'objection d'un geste. C'était magnifique. Et maintenant, j'ai une idée. Et si on commençait quelque chose de petit? Des vêtements pour bébé. Fait main. Tissus locaux. Quelque chose de chaleureux et de réel, comme la vie que tu as construite ici. Lucy la regarda, incertaine. Je n'ai pas le temps. Ni l'argent. Ella s'assit à côté d'elle. Moi, si.
Laisse-moi investir. Lucie baissa les yeux sur Daniel, maintenant paisiblement endormi, ses petits doigts toujours enroulés autour du bord de son pagne. Pourquoi risquerais-tu tes économies pour moi, murmura-t-elle. Elle a pris sa main. Parce que je crois en toi. Parce que les femmes comme toi ont besoin de plus que de la sympathie. Elles ont besoin de plateformes. Et parce que ce monde n'a pas besoin d'un autre géant de la mode. Il a besoin d'histoires cousues dans le tissu. Après une longue pause, Lucie hocha la tête. D'accord, une pièce d'essai. Mais si ça échoue. Point alors nous échouons ensemble, termina Ella. Les semaines suivantes furent remplies de fils, de rires et d'appels tardifs au tailleur. Elles appelèrent la ligne « Little Light », petite lumière, inspirée par le nom de Daniel et son esprit calme et brillant. Une photo de Daniel enveloppé dans un pagne en wax avec un bonnet doux fait main fut postée sur les réseaux sociaux. La légende était simple. Né dans la force. Enveloppé d'amour. Elle fit fureur. Lucie ne s'attendait jamais à ce que le poste dépasse leur petit cercle. Mais en 72 heures, Little Light était en tendance sur les pages de parentalité, les forums de mode et même les nouvelles locales. Les emails commencèrent à affluer. Des blogueurs demandaient des interviews. Une marque pour enfants de Lagos envoya une demande de partenariat formel. Lucie, halta Ella un matin, agitant son téléphone. « Regarde ça. Regarde. » Lucie regarda son écran, incrédule. La photo de Daniel était maintenant la bannière d'un blog de parentalité avec plus d'1 million d'abonnés. Les commentaires affluaient. Ce sourire. Qui est cet enfant? Et j'achèterai tout ce qu'il porte. Lucie sentit une vague d'émotion lui monter à la poitrine. Elle serra son cœur, non par vanité, mais par validation. Son fils, son travail, sa lutte étaient enfin vus. Au milieu de cette attention, elle reçut un message soigneusement formulé d'une marque d'entreprise demandant les droits d'utilisation de l'image de Daniel. Mais Lucie ne répondit pas immédiatement. Ce soir-là, alors qu'elle donnait le bain à Daniel, elle murmura « Tout ce qu'il voit maintenant, ça a toujours été en toi. » Ella était assise à proximité, cousant un autre porte-bébé. « Tu as touché quelque chose de plus profond que la mode, dit-elle. Tu as créé une histoire que les gens veulent suivre. » Lucie sourit, toujours prudente. « Je ne veux juste pas qu'il devienne quelque chose qu'il consomme. » Ella hocha la tête. « Alors tu contrôles le récit. Garde le tien. » Cette nuit-là, Lucie examina les contrats à la lueur des bougies. Pour une fois, il ne s'agissait pas de survie. Il s'agissait de but. Son silence n'était plus du chagrin, il était devenu une stratégie. Et elle ne parlerait que lorsque cela compterait le plus. Le hall du bureau était lumineux et élégant, rempli de murs de verre et d'art moderne. Lucie se sentait déplacée dans sa longue jupe en ankara et son chemisier simple. Mais Daniel sur sa hanche lui donnait un ancrage. Elles étaient là pour rencontrer Ethan Adebayo, PDG de Maya Bloom, l'une des marques de produits pour bébés à la croissance la plus rapide. Ella avait organisé la réunion après que leur offre de collaboration se soit transformée en quelque chose de plus sérieux. Ethan entra avec une aisance confiante, habillé décontracté avec une chemise aux manches retroussées et un pantalon de toile. Mais quand il vit Daniel, il s'arrêta net. « C'est donc lui, la petite légende, dit-il avec un large sourire. Daniel le regarda en clignant des yeux, peu impressionné, et se blottit plus près de Lucie. Il ne sourit que pour les cœurs de première qualité, taquina Lucie. Ethan gloussa, puis redevint sérieux. Lucie, votre histoire, elle est réelle, elle est puissante. Je ne vous ai pas fait venir ici juste pour une licence de ligne de produit. Je veux construire quelque chose autour de ça, autour de vous. Les sourcils de Lucie se haussèrent légèrement. Que voulez-vous dire? Ethan se pencha en avant. La ligne co-brandée, votre histoire, vos valeurs, mais avec un contrôle créatif total de votre côté. C'est vous qui dirigez. Lucie parut stupéfaite. Pourquoi moi? Il s'adoucit. Parce que vous avez créé quelque chose d'authentique. Aucune agence de marketing n'aurait pu scénariser la profondeur derrière cette photo. Et parce que quand une femme s'élève du genre de silence que vous avez enduré, elle ne fait pas que vendre, elle inspire. Lucie cligna des yeux, submergée. Ella lui serra la main sous la table. Pensez-y, ajouta Ethan. Il n'y a aucune pression, mais quand vous serez prête, nous serons prêts. Alors que Lucie sortait du bureau ce jour-là,
Daniel gazouilla doucement dans ses bras. Elle murmura, on dirait que le monde écoute maintenant. Et pour la première fois depuis longtemps, elle marchait non pas avec peur, mais avec maîtrise. Grace était assise sur le bord de son lit, l'ordinateur portable ouvert, le cœur battant. Elle avait regardé Lucie s'élever de rien avec une admiration tranquille, lançant une marque, élevant un enfant, gardant sa dignité intacte. Pendant ce temps, son frère Charles avait sombré dans l'amertume et le déni. Plus tôt dans la journée, Grace l'avait entendu parler à son avocat de porter plainte contre Lucie. Elle a utilisé mon enfant pour gagner de l'argent, argumentait-il, le ton chargé de ressentiment. Grace n'en revenait pas. Il avait refusé de reconnaître Daniel, désavoué à la fois la mère et l'enfant, et maintenant il voulait une part de la gloire. Ce soir-là, elle ouvrit son téléphone et fit défiler de vieilles sauvegardes de chat. Le voilà, le message. Tu es morte pour moi. Toujours sauvegardée, toujours cruelle, toujours impardonnable. Ses mains tremblaient alors qu'elle en faisait une capture d'écran, l'associait à des horodatages et à des preuves de l'absence de Charles à l'hôpital, puis l'envoyait par email à un journaliste bien connu. L'article était en ligne le lendemain matin. Une mère construit un empire seule. Le SMS cruel du père exposé. Grace n'avait pas signé de son nom, mais Lucie savait. Elle appela discrètement, la voix prudente. C'était toi. Grace soupira. Oui. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Lucie ne parla pas tout de suite. Finalement, elle murmura, « Merci d'avoir choisi ce qui est juste plutôt que les liens du sang. » Grace retint ses larmes. « Tu ne méritais pas ce qu'il t'a fait. » Et Daniel. Il mérite la vérité. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Les captures d'écran du message de Charles devinrent virales. L'indignation publique suivit. Les sections de commentaires s'enflammèrent de dégoût. Les marques avec lesquelles il travaillait publièrent des communiqués de presse, rompant les liens. « Nous ne tolérons pas la violence psychologique », écrivit l'une d'elles. Ce n'était pas l'œuvre de Lucie. C'était simplement le monde qui confrontait Charles au poids de la vérité qu'il avait essayé d'enterrer. Et Grace était devenue le détonateur silencieux. Lucie était assise à sa table de cuisine, Daniel endormi à proximité, tandis que son téléphone vibrait sans arrêt. Interview, demande d'article, invitation. Mais rien de tout cela ne l'a touché autant que le hashtag en tendance, « Père mort pour moi ». Les captures d'écran étaient partout maintenant. Ces mots froids juxtaposés à des photos d'elle en train d'accoucher, tenant son nouveau-né seul. Sa boîte de réception se remplit de messages de femmes qui se voyaient dans son histoire. L'un disait, « Je pensais être la seule à avoir accouché dans le silence. Vous m'avez donné une voix. » Lucie essuya une larme sur sa joue. Elle n'avait pas partagé pour détruire, seulement pour survivre. Mais maintenant, la survie était devenue un plaidoyer. Ella entra dans la pièce, essoufflée. Il a publié une déclaration, dit-elle en lui tendant son téléphone. Le message de Charles était court et défensif. Tout le monde fait des suppositions. C'était un message privé dans un moment de colère. Les gens ne devraient pas juger. Lucie le lut 2 fois, puis repoussa le téléphone. Il ne comprend toujours pas, dit-elle doucement. Ce n'était pas un moment. C'était un état d'esprit. Ella hocha la tête. Il ne peut pas défaire ce qui a déjà été vu. Et les gens ne sont pas stupides. Ils reconnaissent la vérité quand elle pique. Cette nuit-là, Lucie ouvrit son application de notes et écrivit à chaque femme qui tenait un enfant tout en retenant ses larmes. Votre force n'est pas invisible. Je vous vois. Elle le partagea avec une photo d'elle et de Daniel dans leur petite boutique, tous deux souriants. Cela devint viral en quelques heures. Les gens ne voyaient plus seulement une marque. Ils voyaient la résilience. L'authenticité. Une femme qui ne ripostait pas avec amertume, mais qui tenait bon avec une force tranquille. Charles disparut des cycles d'actualité en quelques jours. Non pas parce que les gens l'avaient oublié, mais parce que la lumière de Lucie était trop brillante pour être éclipsée par son ombre. Charles entra en trombe dans son bureau, téléphone à la main, la fureur bouillonnant sous sa peau. Son manager se tenait là, attendant. « Tu dois voir ça », dit-il en lui glissant une tablette. Charles fixa l'écran. L'un de ses plus gros sponsors, une société d'électronique, avait publié une déclaration de résiliation officielle. Elle disait, « Nous avons mis fin à notre partenariat avec M. Charles Adeyemi avec effet immédiat. Notre entreprise valorise l'intégrité,
et nous soutenons les voies de la force et de la dignité. Sa mâchoire se serra. Je ne peux pas croire ça, marmonna-t-il. Un autre appel arriva. C'était son attaché de presse. Charles, c'est fini, dit-elle sans embâche. Toutes les marques se retirent. Même tes contrats de sponsoring de l'année dernière. Personne ne veut être lié à ce gâchis. Charles agrippa le bord de son bureau. Tout ça pour une femme et un bébé? Pas n'importe quelle femme, lança-t-elle. Une femme que les gens admirent. Une histoire à laquelle ils croient. Tu pensais que ton silence te protégeait, mais il n'a fait que révéler qui tu étais. Il raccrocha sans répondre. Cet après-midi-là, il rencontra son équipe juridique pour discuter des options, mais il n'y en avait aucune. Les captures d'écran, les reçus, les témoignages, tout était béton. Grace refusait de prendre ses appels. Miles n'avait pas répondu à un texto depuis des jours. Et pour la première fois, Charles réalisa qu'il n'était pas seulement puni, il était oublié. Pendant ce temps, la marque de Lucy avait fait l'objet d'un article dans un magazine national sur la parentalité. Son visage était sur un panneau d'affichage numérique à l'équille, tenant Daniel, tous deux vêtus d'imprimé en carats audacieux de sa ligne. Elle n'avait pas levé la main pour le détruire. Elle avait simplement avancé, et le monde l'avait suivi. Lucy arrangeait une nouvelle vitrine dans sa boutique lorsque son assistante lui tendit un mot plié. Un homme est passé. Il a dit que vous ne prendriez pas ses appels. Elle le déplia lentement. L'écriture était familière. S'il te plaît, juste une conversation. Pas de presse, pas de drame. J'ai besoin de te parler en personne. Juste une fois. Charles. Sa main s'immobilisa. Pendant un long moment, elle ne bougea pas. Plus tard dans la soirée, elle se tenait devant le miroir, débattant d'accepter ou non. Tu ne lui dois pas ta paix, avertit doucement Ella, mais peut-être as-tu besoin d'entendre ce qu'il pense avoir à dire. Lucy hocha la tête. Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste qu'il voie ce à quoi il a renoncé. Le lendemain matin, elle envoya une réponse. Demain, midi. Lieu public. Ils se rencontrèrent dans un café-jardin tranquille avec des bancs ombragés. Lucy arriva dans une robe bordeaux ajustée, Daniel dans les bras, et Ethan à ses côtés, non pas pour intimider, mais pour rappeler à Charles ce qui se tenait là où il avait autrefois abandonné une femme brisée. Charles se leva à leur approche, le visage tendu, les yeux se tournant vers l'enfant qu'il n'avait jamais touché. « Tu l'as amené, dit-il calmement. « Bien sûr que je l'ai fait, répondit Lucy. « Tu as demandé à me voir. Je viens avec lui. » Il regarda Ethan et ne dit rien. « Dis ce que tu es venu dire, continua-t-elle. Charles balbutia, déglutit difficilement. « J'ai été un lâche. Je le vois maintenant. Je ne savais pas comment être un père ou un homme. Je voulais m'excuser. Pour le texto, pour tout. » Lucy le fixa. « Et que veux-tu exactement, maintenant ?» Il baissa les yeux. « Peut-être. Une chance de le connaître. » Ethan posa une main sur l'épaule de Lucy. Elle ne détourna pas le regard de Charles. « Tu as renoncé à ce droit lorsque tu as réduit mon accouchement à un message. » Le silence tomba entre eux comme un jugement. Alors qu'ils quittaient le café, Lucy marchait devant avec Daniel, tandis qu'Ethan s'attardait, payant l'addition. Daniel, maintenant âgé de 5 ans, tenait la main de sa mère alors qu'il se dirigeait vers la voiture. Ses yeux curieux se tournèrent vers Charles. « Maman » demanda-t-il. Qui était cet homme? Lucy marqua une pause, incertaine si elle était prête pour cette question. Elle se pencha pour rencontrer son regard. « C'est quelqu'un de mon passé » dit-elle doucement. Daniel pencha la tête. « Est-ce qu'il me connaissait quand j'étais petit ?» Son cœur se tordit. « Non, bébé. » « Il ne te connaissait pas ?» Daniel hocha la tête, pensif. « Mais pourquoi pas? Il ne le voulait pas ?» Lucy cligna des yeux, retenant ses larmes. Certaines personnes ont peur des bonnes choses. Et parfois, les gens partent avant de savoir ce qu'il manque. De retour dans la voiture, Daniel regarda par la fenêtre en silence. « Je pense qu'il était triste » murmura-t-il. Lucy se tourna vers lui. « Pourquoi dis-tu ça ?» Il haussa les épaules. Il avait l'air de vouloir sourire, mais d'avoir oublié comment. Elle tendit la main et caressa ses boucles. «
Tu vois plus de choses que les gens ne le pensent. Daniel offrit un petit sourire. C'est parce que je suis ton fils. Les mots se nichèrent dans sa poitrine comme un baume. Dans le rétroviseur, elle aperçut une dernière fois Charles assis seul sur le banc, les mains posées sur ses genoux, les yeux lointains. Elle ne fit pas signe. Elle ne se retourna pas. L'enfant qu'il n'avait jamais réclamé était maintenant devenu celui qui définissait son absence. Et c'était la simple question de Daniel, pas son silence à elle, qui entrait Charles pour toujours. Une semaine plus tard, Lucie reçut une lettre, non pas de Charles, mais de son avocat. C'était une proposition, un accord de visite privée, sans intervention du tribunal, suggérant des heures programmées et une interaction supervisée. Lucie la lut une fois, puis une autre. Elle la plia lentement et la posa sur la table à côté de son thé. Ce soir-là, Charles se présenta à son bureau sans préavis, vêtu d'une simple chemise et d'un jean, ressemblant à la version de lui-même pour laquelle elle avait autrefois prié. « Je ne voulais pas envoyer un avocat, dit-il, mais je ne sais pas comment faire autrement. » Lucie hocha la tête mais ne dit rien. « Je ne demande pas d'annuler ce que j'ai fait. Je veux juste être autorisée à m'approcher de lui, peut-être gagner une sorte de place. » Elle se leva, se dirigea vers l'armoire et revint avec un dossier en manille. Elle le lui tendit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Déclaration de garde exclusive, signée. » Il parut stupéfait. « Tu ne vas même pas y réfléchir ?» Lucie le regarda dans les yeux. « J'y ai déjà réfléchi. Chaque jour, pendant des années. » Il ouvrit la bouche, peut-être pour plaider, peut-être pour se justifier, mais elle leva la main. « Tu avais le choix avant qu'il ne naisse. Tu l'as fait. Maintenant, il a une vie, et je ne te laisserai pas l'interrompre pour ton arc de rédemption. » Pendant un moment, il ne bougea pas. Puis il tendit la main. « Puis-je au moins te serrer la main ? Pour tout ce que tu as fait. Pour lui. » Elle baissa les yeux sur sa paume tendue et ne la prit pas, certains adieux méritent d'être terminés. Sur ce, elle se retourna et retourna vers son fils, tandis que l'homme qu'il avait autrefois appelé, morte pour lui, se tenait là avec un dossier plein de vérité et un cœur plein de pertes. La ligne d'horizon de la ville brillait sous le soleil du petit matin alors que Lucie et Daniel passaient le péage de l'Équille. Le trafic avançait lentement, mais aujourd'hui, cela ne la dérangeait pas. Daniel était assis sur la banquette arrière, fredonnant doucement, feuilletant un livre d'images portant son propre visage sur la couverture. Quand ils tournèrent au coin d'Admiralty Way, le souffle de Lucie se coupa. C'était là. Audacieux, imposant, indéniable. Un immense panneau d'affichage représentant Daniel dans une barboteuse en cara vibrante, riant à gorge déployée dans un champ de fleurs sauvages. À côté de lui, le logo « Little Light » brillait, ainsi que le slogan de la campagne « Né de la force, habillé d'amour ». Lucie ralentit la voiture, les larmes montant alors qu'elle murmurait « Te voilà, bébé. Regarde ce que tu es devenu. » Daniel se pencha en avant et haleta « Maman, c'est moi. » Son excitation était électrique. « Je suis là-haut comme Superman. » Ils se garèrent sur le bord de la route. Lucie sortit et souleva Daniel dans ses bras, tous deux regardant vers le haut. Ethan les rejoignit quelques instants plus tard, passant un bras autour de ses épaules. « La campagne est devenue nationale la nuit dernière, dit-il en souriant. Ils veulent l'étendre à tout le continent, et tout le monde veut en savoir plus sur la mère qui a fait d'une marque un symbole de grâce. » Lucie leva les yeux, le cœur stable. Il n'est pas seulement un mannequin. C'est un miracle. Ma raison, ma preuve. Ethan hocha la tête. Et toi, tu es l'héritage. De l'autre côté de la ville, Charles était assis dans sa voiture, regardant le même panneau d'affichage à distance. Son monde s'était réduit à des moments comme celui-ci, observant depuis l'ombre, souhaitant avoir fait des choix différents. Mais ce n'était plus son histoire à revendiquer. Lucie ne s'était pas seulement relevée, elle avait pris son envol. Et Daniel, le garçon qu'il avait autrefois refusé de reconnaître, regardait maintenant la ville avec un sourire plus éclatant que le pardon. La même odeur d'antiseptique et de cire au citron. Lucie traversa les couloirs familiers, ses talons claquant doucement, Daniel sautillant à côté d'elle dans un mini-costume. Il tenait un tournesol à la main, serré fièrement. « On est ici pour voir le docteur ?» demanda-t-il. Lucie sourit. « Non, mon cœur. Maman donne une conférence. » Dans le hall principal, des rangées de futures mères étaient assises, des carnets sur les genoux,
les yeux fatigués mais pleins d'espoir. Lucie se tenait derrière le podium, s'éclaircit la gorge et commença. Il y a 5 ans, je suis arrivée dans cet hôpital seule. J'étais terrifiée, abandonnée, et incertaine de m'en sortir. Mais je l'ai fait. À cause de ce garçon. Elle regarda Daniel. Et parce que j'ai fait la promesse de ne plus jamais laisser le silence me définir. Après la conférence, une femme s'approcha d'elle en larmes. Votre histoire. Elle m'a donné le courage de rester. J'allais abandonner, mais maintenant je sais que je ne suis pas seule. Lucie la serra fort dans ses bras. Tu n'es jamais seule. Pas si tu te choisis, toi. Alors qu'il sortait du bâtiment, Daniel tendit le tournesol à Lucie. C'est pour toi, maman, parce que tu as toujours souri, même quand c'était difficile. Elle s'agenouilla à sa hauteur, les yeux remplis de chaleur. J'ai souri parce que je t'avais. Et je t'aurai toujours. Il se tenait près de la même entrée des urgences par laquelle elle avait été conduite en fauteuil roulant, brisée et invisible. Maintenant, elle se tenait sur ses pieds, son histoire n'étant plus un secret mais un phare. Le vent souffla doucement alors que Lucie murmurait à Daniel, « Tu as toujours été suffisant. » Et à cet instant, le passé s'inclina devant l'avenir sans aucune amertume, seulement de la lumière. Voici le verset biblique, Ésaïe 61, verset 3, pour leur accorder une couronne de beauté au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ce verset parle directement de la transformation de Lucie, de l'abandon et du chagrin à la détermination et à la dignité. Là où d'autres ont essayé de la réduire en ruine, Dieu l'a élevée dans une restauration radieuse. La morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais la force d'une femme qui choisit la paix plutôt que la vengeance, l'amour plutôt que l'amertume, et la résilience plutôt que la ruine. Le parcours de Lucie nous rappelle que le rejet n'est pas la fin, il peut être le chemin même qui mène à une renaissance personnelle. Le monde peut ignorer la douleur silencieuse, mais la vraie force grandit souvent dans ce silence. Et quand la vérité finit par émerger, elle brille d'une lumière indéniable. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.